Sommet extraordinaire de la CEDEAO hier à Accra. Le président Faure y a pris part aux côtés de ses pairs de la sous-région. À l'ordre du jour, la situation au Mali et au Nigeria. Demain, 1er juin, journée de l'arbre au Togo. Le ministre de l'Environnement s'est adressé à la population. Il a invité particulièrement les jeunes à contribuer activement à la protection de la couche d'ozone. Les adieux de la famille culturelle du Togo à Finiki. L'artiste a été conduite ce samedi à sa dernière demeure. Bonsoir. Le président Faure Gnassingbé était hier à Accra avec ses pairs de la CEDEAO. Ils ont discuté de long en large de la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région, notamment au Mali et au Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement, unanimement, ont pris des résolutions qui expriment leur position commune, le rejet absolu du terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace communautaire. Arnold Kiliou. Le regain de violence dans la région de Kidal au nord Mali, ainsi que les attaques sanglantes et récurrentes perpétrées par la secte Boko Haram au nord du Nigeria étaient les principaux sujets abordés par les chefs d'État et de gouvernement au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra. Plusieurs chefs d'État, dont Faure Gnassingbé, ont pris part aux travaux de cette session extraordinaire. Après plusieurs heures de travaux sous l'égide du chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, les dirigeants ouest-africains ont pris d'importantes décisions pour amener la paix et la stabilité dans les pays en crise. La session a par la même occasion félicité l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau avec les élections réussies. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO condamne avec la plus grande fermeté les actes terroristes ainsi que les actes d'enlèvement et de prise d'otages qui pèsent sur la sécurité régionale et internationale. La conférence a également exprimé sa solidarité au Mali et au Nigeria et a réaffirmé sa ferme détermination à combattre le terrorisme. Voilà à présent les images de l'arrivée et du départ du chef de l'État à Accra. Faure Gnassingbé a eu droit à des honneurs dus à son rang conformément au protocole d'État ghanéen. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Kotoka d'Accra par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo. Le président Faure Gnassingbé est ensuite ovationné par une forte délégation de la communauté togolaise à Accra. Après ce cérémonial d'accueil, le chef de l'État a quitté l'aéroport pour le centre-ville où il a fait son entrée dans la salle Moving Peak Hotel pour les travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est après ces travaux que le président Faure Gnassingbé a quitté Accra pour Lomé. Et de retour à Lomé, le chef de l'État a conféré ce samedi avec Kerala Zanana Gusmayo, Premier ministre du Timor oriental. Ce dernier vient de participer au sommet du G7+, à Lomé. Ses propos sont recueillis par Prudence Zinsou. Well, first of all, I came to thank Mr. President for Tout d'abord, je suis là pour prendre part à la rencontre interministérielle du groupe G7+. Et tout naturellement, nous avons parlé des questions liées au groupe, les questions de l'instabilité, de la violence et conflits dans certains pays de la G7+. Et au-delà de la G7+, les pays qui ne sont pas membres mais connaissent de ces problèmes, comme le Nigeria, la Guinée, l'Irak, la Syrie. Nous avons échangé sur les questions internationales relatives à la paix, la stabilité et le développement. Nous avons également abordé les questions bilatérales et nous pensons envoyer par le biais de notre ministère des Mines une équipe pour apprendre
de la technique togolaise dans le domaine des exportations, vu que nous en sommes dans la redynamisation du secteur. Aussi, l'expérience du Togo dans le domaine du ciment et du clinker. C'était vraiment des échanges fructueux et riches en idées. C'était intéressant. It was great and it was fantastic. Hier, justement, la troisième réunion ministérielle du G7+, fermait ses portes à Lomé. Parmi les grandes décisions, le renouvellement de l'instance dirigeante de l'association. Retour sur les travaux avec Arnold Kiliou. La rencontre de Lomé a permis aux pays membres du G7+, de mesurer le progrès réalisé dans la mise en œuvre du New Deal pour sortir de la fragilité. Le G7+, a par ailleurs déploré la situation qui prévaut en République centrafricaine et au Soudan, qui traversent des périodes de crise. Le G7+, promet un effort collectif pour la restauration de la paix et l'atteinte de la résilience. We also presented our first research on natural resources. Au cours de cette réunion, nous avons adopté notre charte qui nous conduit sur la voie de notre institutionnalisation. Nous nous sommes penchés aussi sur comment faire pour sortir nos pays de leur situation de fragilité. Les participants ont approuvé la charte de Lomé pour ainsi institutionnaliser le G7+, afin de rendre leur association crédible et efficace. Nous venons d'adopter la charte du G7+, qui désormais s'appellera la charte de Lomé, et qui est la base juridique de notre association qui a fonctionné jusqu'à présent comme un groupe informel. C'est la volonté des pays de manifester leur solidarité vis-à-vis de tous les pays en difficulté, et aussi la solidarité du groupe en décidant de faire une contribution, je dirais, symbolique pour le fonctionnement du groupe. Et c'est un forum extrêmement important. Ça a permis à d'autres frères, comme on dit ici, de venir visiter Togo, de venir voir la richesse du pays. Sans ce forum, je n'allais jamais venir ici. Donc c'est une opportunité que G7+ nous a offert pour venir et voir comment vivent nos frères africains. Nous, Haïtiens, nous sommes aussi des Africains, mais des Africains de la Caraïbe. Pour l'agenda post-2015 adopté, le G7+ a exprimé sa volonté d'explorer des mécanismes lui permettant de prévenir les crises. La présidente sortante, Emilia Pires, a témoigné la reconnaissance du G7+ au gouvernement togolais pour la parfaite organisation de cette troisième réunion de Lomé qui a permis d'élire le ministre Kaifala Mara de la Sierra Leone comme nouveau président du G7+. La prochaine réunion ministérielle se tiendra en Afghanistan. Le dialogue politique inter-togolais devrait en principe prendre fin aujourd'hui. Malheureusement, aucun accord n'a émergé des discussions. Les partis ont demandé une prolongation de 2 à 3 jours. Écoutons le facilitateur Monseigneur Bariga Bénissan, propos recueillis par Edem Sousoupa. Nous venons de terminer ce soir le temps, le délai fixé normalement pour ce dialogue. Et la séance de cet après-midi a consisté à passer en revue les discussions menées et en particulier à adopter le compte-rendu de la séance de la veille. À ce stade, nous avons constaté qu'on ne pouvait pas adopter le rapport final et qu'il fallait peut-être solliciter la prorogation de quelques jours pour pouvoir adopter un texte final à soumettre au gouvernement. Donc vous comprenez que malheureusement on n'est pas en mesure de livrer tout le contenu de ce rapport qui n'est pas encore adopté. Je pense que le moment venu, et ça ne va pas traîner puisque il suffit juste d'adopter le rapport
et de rendre public aussi ce qui doit être rendu public de ce rapport. En principe, la prorogation que nous avons convenu de solliciter ne doit pas dépasser 2 jours. Je pense que l'essentiel peut être fait en 2 jours et je crois qu'au-delà de ces 2 jours, le contenu exact sera porté à la connaissance des populations, puisqu'en définitive, le dialogue qui est mené, c'est dans l'intérêt de la nation, c'est pour les citoyens. Et je pense que le mardi ou le mercredi, déjà, on pourra se retrouver pour la conclusion des travaux. Demain, 1er juin, c'est la journée de l'arbre au Togo. Le rituel est perpétué chaque année pour impliquer toutes les couches de la population à la lutte pour la préservation de l'environnement. Je vous invite à écouter le ministre André Johnson. Cette année, la journée a ciblé particulièrement les jeunes acteurs clés de développement. Servez Abdou. Selon les différents rapports des services forestiers, 3000 hectares de reboisement sont observés chaque année contre une perte annuelle de 15 000 hectares. Ce qui voudrait dire que la politique de reboisement n'a pas encore atteint l'objectif fixé, celui d'avoir une couverture forestière nationale de 30% à l'horizon 2050. La célébration du 1er juin, journée de l'arbre, instituée par le père de la nation, Feu Eyadéman, est encore une occasion pour sensibiliser davantage les populations sur l'importance du reboisement. L'opération de reboisement revêt une importance capitale pour notre pays. Elle permet de protéger les bassins hydriques et de prévenir les glissements de terrain. Elle freine la progression du phénomène de désertification, contribue à la préservation des écosystèmes, de la diversité biologique et favorise la pluviométrie. Mais les abattages anarchiques des plantations de bordure par certains citoyens et la réduction de nos forêts expose notre pays depuis quelques années à de nombreux problèmes environnementaux. Ceci réduit les capacités de notre pays à remplir les fonctions environnementales précitées et à faire face aux problèmes d'inondation qui sont récurrentes ces dernières années. Planter un arbre est d'une haute portée patriotique, mais l'entretenir pour qu'il croisse et jouer son rôle écologique, économique et social relève d'un devoir civique qui doit habiter chaque Togolais pour un Togo vert, autosuffisant en produits ligneux et où il fait bon vivre. Demain sera célébrée cette journée. C'est donc un appel à chaque citoyen d'observer cette opération de reboisement, un devoir patriotique nécessaire pour impacter positivement l'environnement. Pour le compte de l'édition 2014, le thème choisi est « Jeunesse et environnement, la forêt joue son rôle, jouons le nôtre ». À travers cette thématique, le gouvernement invite cette frange de la population à jouer pleinement son rôle dans ce processus. Au regard de ce thème, je lance un appel à l'endroit de la jeunesse, qui constitue la frange la plus importante de la population et qui reste la cheville ouvrière pour la gestion des questions liées à la protection de l'environnement. En effet, il s'agit pour la jeunesse de prendre conscience des biens et services générés par la forêt, de son devoir de la respecter et de forger un engagement éco-citoyen pour la préservation des ressources forestières. En le faisant, la jeunesse se met résolument à nos côtés dans la lutte contre la désertification, la perte de la biodiversité, les effets néfastes des changements climatiques, tout en favorisant l'augmentation du taux de couverture végétale, la promotion du développement durable pour l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la pauvreté. Il nous revient donc de nous engager résolument dans la lutte contre toute forme de dégradation de nos espaces boisés et d'accroître les plantations. Cet exercice est encore au rendez-vous. Plusieurs espèces seront encore mises en terre pour véritablement immortaliser la journée de l'arbre. Les journées portes ouvertes sur les documents d'identification continuent. L'équipe conduite par des membres du gouvernement est actuellement à Dapaon. Désiré Aloy.
Ambiance particulière sur l'esplanade de la préfecture de Thone. Ils sont des candidats à l'obtention des différents documents d'identification. Des audiences foraines initiées par le gouvernement togolais pour sensibiliser les populations en général sur les différentes procédures avant de se faire établir ces différentes pièces et informer particulièrement aux agents de l'État le démarrage très prochain de l'établissement des cartes professionnelles. Le comité ministériel suivi des redevances au titre des documents d'identification a jugé nécessaire de faire des journées portes ouvertes pour que les populations, où qu'elles soient informées des procédures et des dossiers nécessaires et appropriés pour l'obtention de ces documents d'identification. Juste après ces journées portes ouvertes, nous allons commencer l'établissement des cartes professionnelles des agents de l'État. C'est une nouvelle carte, c'est la dernière carte qui est née dans la série des cartes hautement sécurisées. Une manière de rapprocher davantage les services publics des administrés. Ce matin-là, je suis venue, en quelques minutes, j'ai reçu ma carte d'identité. Et ça m'a vraiment intéressée. Parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Tout ce que le président de la République nous a fait, ça m'a trop intéressé. Le Togo évolue, en plus de tous les gens qui sont dans ce pays, qui travaillent pour le pays, donc je les apprécie. Tous les postulants ont donc 2 jours pour se frotter avec les agents d'information ou de délivrance de cartes d'identité nationale, de nationalité, du permis de conduire, du titre foncier, de l'immatriculation et autres. Le ministre Yark Damhan a saisi l'occasion pour convier les populations au respect de la chose publique. Nous avons connu des mouvements douloureux qui ont entraîné le casque au niveau du commissariat et depuis, le préfet l'a dit, les gens, les jeunes, ceux qui ont besoin des cartes nationales d'identité vont jusqu'à Mango, depuis un certain moment jusqu'à Tandouari. Le chef de l'État nous a instruit. D'ici quelques jours, le commissariat va être retapé, va être refait. Et dans la foulée, nous allons réinstaller les machines pour établir les cartes nationales d'identité à partir de Dapon. Et une fois encore, je demande à nos populations, les biens publics sont à préserver, quel que soit le motif de notre colère. C'est le bien à nous tous. L'étape de Dapan dans le compte de la région des Savanes marque la fin de ces audiences foraines démarrées depuis le 8 mai 2014. Quelques nouvelles brèves sur le continent africain. On se rend tout d'abord au Malawi où le candidat de l'opposition est déclaré vainqueur de la présidentielle. Au Malawi, après une semaine de crise politique, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés vendredi, tard dans la nuit. Le camp de Peter Mutharika se réjouit. Le candidat de l'opposition a été déclaré vainqueur avec plus de 36% des voix. Il a été investi dès ce samedi. La défaite est cinglante pour la présidente sortante, Joyce Banda, arrivée 3e avec 20% des suffrages. Devenue présidente à la mort de Bingu Mutharika, elle ne sera restée que 2 ans au pouvoir. Je vous ai pas entendu. En Côte d'Ivoire, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation veut prouver que son travail avance. 16 000 victimes des crises qui ont secoué le pays entre 1990 et 2011 ont été auditionnées. Le président de cette commission, Charles Konambani, l'a annoncé à Yamoussoukro. Il déplore qu'aucun bourreau ne se soit encore manifesté. S'ils souhaitent aller se présenter devant les tribunaux, c'est à eux de décider. Mais ce que la commission ne peut pas faire, c'est d'être procureur. On n'est pas procureur. Ce que nous allons leur conseiller, c'est de se présenter devant la victime et de demander pardon. Ensemble, pour être plus forts, les chefs des armées et de la police du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda ont signé à Kigali un pacte de défense et de sécurité. Pour faire face à la criminalité aux frontières et au terrorisme, ils s'engagent à mettre leurs moyens en commun. La grève continue dans les campus universitaires du Niger. Les étudiants exigent la libération de 72 de leurs camarades interpellés et écroués après des manifestations la semaine dernière. Il n'y aura plus cours tant que nos camarades seront en prison, affirment les syndicats d'étudiants. Depuis quelques mois, les étudiants protestent régulièrement contre leurs mauvaises conditions d'études.
Rencontre entre les responsables du parti Unir de Yoto et les sympathisants. Enjeu de cette journée de réflexion, célébrer les législatives de juillet dernier et relancer les activités du parti dans la préfecture pour faire face aux prochaines échéances électorales. Le parti Union pour la République UNIR dans la dynamique de la relance de ses activités dans la préfecture de Yoto. Militants, sympathisants et cadres du parti se retrouvent pour la première fois en une journée de réflexion après les législatives de 2013 pour définir de nouvelles stratégies à adopter dans la localité. La victoire du parti à l'élection présidentielle de 2015 constitue le défi majeur à relever. Notre idée, c'est de remobiliser nos troupes. C'est de les mettre en état d'alerte pour que nous puissions nous réorganiser ensemble pour faire face avec efficacité aux prochains défis électoraux, que sont les élections présidentielles et les élections législatives. Nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché au cours des dernières élections. Et nous avons pensé qu'il était important de prendre la marche à temps, afin que chacun puisse se comprendre et que nous puissions nous mettre ensemble de façon plus unie pour affronter les défis futurs avec plus d'efficacité. Cette journée de réflexion marque le début d'une campagne de remobilisation des différentes bases du parti. Une sensibilisation itinérante qui va conduire les premiers responsables dans les 12 cantons de la préfecture de Yoto. Nous allons aller au niveau de tous les cantons, de tous les villages, de toutes les familles, de toutes les communautés, partager avec eux les actions du président Faure, pour partager avec eux la vision du président Faure, pour leur faire vivre cette vision-là. Je pense que ce ne sera plus seulement de beaux discours, mais ce sera à travers des actions concrètes. Et je pense que nous allons changer de stratégie, afin que les gens s'approprient le parti, afin que les gens s'approprient le développement. Qu'on sache que le développement, ce n'est pas uniquement l'affaire du président, ce n'est pas uniquement l'affaire des ministres, mais c'est l'affaire de chaque individu, c'est l'affaire de chaque Togolais. La tournée sera précédée des séances de redynamisation des bureaux cantonaux et villageois du parti UNIR. Les femmes ont été entretenues au cours de cette rencontre sur le Fonds national de la finance inclusive FNFI. Elles ont suivi les procédures et les mécanismes d'accès à ces crédits. Des produits pharmaceutiques contrefaisants sur le marché préoccupe l'Organisation internationale de la police criminelle qui a lancé dans 10 pays de la sous-région une opération de saisie de ces produits douteux. Les résultats de ces investigations ont été rendus publics à travers la conférence de presse que voici. Des produits pharmaceutiques contrefaits, fruit de l'opération de saisie menée les 27, 28 et 29 mai 2014 à l'initiative de l'Organisation internationale de la police criminelle. 9 tonnes, 123 kilos saisis en 3 jours. L'opération Entonnoir, lancée depuis octobre 2013 avec la collaboration de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, mis aussi la main sur un lot important de faux médicaments. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté les résultats de ces opérations à la presse, tout en insistant sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation pour lutter efficacement contre ces produits. Le bilan s'élève à 9 tonnes 123 pour ce qui concerne les saisies de l'opération Entonnoir, ça s'élève à 20 tonnes. À l'issue de ces opérations, il y a 6 personnes qui ont été interpellées. Et ces 6 personnes doivent faire l'objet d'une procédure et présenter au juge. Et je rappelle que ces opérations ont eu lieu dans un cadre légal. Les faux médicaments, selon les médecins, ne guérissent pas un mal. Ils nuisent plutôt à la santé et doivent être combattus au même titre que la drogue. La rencontre avec la presse a été encore l'occasion de faire la lumière sur les produits génériques et les médicaments contrefaits. Le générique, je voudrais le préciser, c'est un médicament qui est défini dans le Code de la santé publique du Togo. C'est un médicament de qualité. Le médicament contrefait, c'est un médicament qui est défini comme étant un produit sur lequel il y a tromperie sur toute la ligne. Quand on ne s'est pas assuré que tout ce qui est disponible sur nos marchés n'est pas de qualité, voici les dangers qu'encourent nos populations. C'est des dangers d'intoxication, c'est des dangers de pharmacorésistance. Cette opération de saisie a été lancée simultanément dans 10 pays de la sous-région ouest-africaine, dont le Togo. L'initiative vise à lutter contre la criminalité pharmaceutique.
Les 7e journées de l'Ordre des pharmaciens du Togo ont démarré hier. L'occasion de passer en revue les maux qui minent la corporation et nous en profitons pour vous parler des dangers de l'automédication. Rachel Aoku. C'est une pratique très déconseillée, l'automédication, à cause, bien entendu, des conséquences regrettables qu'elle entraîne sur la santé. La destruction du foie, l'insuffisance rénale, la persistance et la complication du mal. Beaucoup de personnes évoquent souvent le coût élevé des consultations et des produits pharmaceutiques. Le médicament, c'est une sommation d'une substance chimique qui doit avoir un effet thérapeutique. Donc une utilisation non contrôlée amène des conséquences extrêmement désastreuses au niveau de la population, de la personne qui l'utilise sans avis ou sans une connaissance profonde de la chose. Le pharmacien doit réglementer cette automédication. La pharmacie est avant tout une structure dont le premier rôle est de distribuer des médicaments et autres produits de santé répondant à des normes de qualité. Le pharmacien est le seul professionnel autorisé à traiter les ordonnances dont il a connaissance. Et au-delà, le pharmacien joue le rôle de substitut. Il a le droit de substitution, c'est-à-dire il peut reconseiller un autre médicament qui a la même spécialité, la même dénomination commune internationale, le même principe actif, au même dosage. Mais ce qui serait intéressant, c'est au moins qu'ils préviennent ou bien qu'ils travaillent d'un commun accord avec le médecin ayant prescrit l'ordonnance. Dans certains cas, on croise aussi dans les pharmacies des infirmiers et des aides assistants qui conseillent ou servent des médicaments sans ordonnance. Ce sont là des cas non autorisés. L'adresse indiquée est celle du médecin. Une autre alternative venant du patient lui-même n'est pas toujours sûre ni appropriée et peut conduire à l'autodescription. Le canton de Kouvé dans la préfecture de Yoto a désormais un nouveau chef traditionnel. Il s'appelle Togbi Messan Agouibo 5. Les images de la cérémonie officielle d'intronisation avec Patrice Boko. C'est ce tam-tam annonciateur des grands événements qui a résonné aujourd'hui à Kouvé et pour cause. Messan Agouibo, infirmier d'État en France, devient le nouveau chef canton de Kouvé. Il s'appelle désormais Togbi Messan Agouibo 5. Après le cérémonial d'intronisation, le nouveau récipiendaire a reçu des mains du ministre de l'administration territoriale chargé des collectivités locales le décret présidentiel le confirmant dans sa fonction de garant des us et coutumes. C'est un sentiment d'immense joie, de satisfaction. D'autant plus que nous avions souhaité il y a déjà quelques années à récupérer, si le terme peut être permis, de récupérer le trône. Vous êtes au courant des vicissitudes qu'il y a eu dans la bataille pour cette récupération. Et donc de l'avoir retrouvé au bout de 84 ans, c'est une immense joie. La contribution des chefs traditionnels, elle est à la fois symbolique, mais aussi parce que nous jouons sur deux terrains, le terrain moderne et le terrain traditionnel. Et moi, pour ma part, pour ce qui me concerne, quand on voit le nombre de besoins, le nombre de besoins à combler dans le village, les projets peuvent se compter dans tous les secteurs d'activité, à la fois sanitaire, alimentaire et économique. Ils étaient nombreux, proches parents, amis, population, autorités administratives, militaires et traditionnelles pour soutenir le nouveau chef canton. Tour à tour, des intervenants ont rappelé les qualités d'un chef canton qui doit être rassembleur et dévoué pour le développement de son milieu. Et à la population, son rôle, celui d'aider le chef dans sa lourde mission. Pour le ministre Gilbert Bahara, cet événement est une occasion pour les fils et filles de Kouvé de s'unir pour le développement de leur milieu. Je voudrais profiter pour dire à sa suite que aucun des enfants de Kouvé ne sera de trop pour préserver la cohésion et l'harmonie entre toutes les filles et tous les fils de ce milieu.
Aucun des enfants de Kouvé ne sera de trop pour assurer et accélérer le développement de ce canton. Et nous savons que les défis, les préoccupations des populations sont très nombreux. Et donc, j'en profite pour lancer un appel à tous d'oublier toutes les péripéties et toutes les difficultés qui ont pu émailler le processus conduisant à la cérémonie de ce jour. Et de se rassembler et de travailler ensemble afin que la cohésion, la paix sociale et le développement soient des biens que vous puissiez avoir en partage à Kouvé entre toutes les filles et tous les fils de ce milieu. Togbu Messan Agboibo 5 succède ainsi à Togbu Neku Sossou et Togbu Ayassou après le règne de Agboibo Ier de Kouvé de 1985 à 1930. Et puis l'artiste de la chanson traditionnelle Finiki a été inhumé ce samedi en présence de ses confrères artistes, parents et fans. L'émotion était au rendez-vous. Tristesse, consternation et pleurs autour de la dépouille mortelle de Finiki, la diva de la musique togolaise. Elle a tiré sa révérence le 22 mai dernier suite à une pneumonie. Accompagnée de ses parents, amis et collègues artistes, Finiki a été conduite à sa dernière demeure. Elle repose désormais ici au cimetière de Sobosito. Âgée de 35 ans, Finiki s'en est allée comme l'a voulu le destin. L'artiste est partie, laissant comme héritage un album qu'elle a sorti depuis quelques années et 2 autres en préparation. Voilà, cette triste nouvelle met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sommet extraordinaire de la CEDEAO hier à Accra. Le président Faure y a pris part aux côtés de ses pairs de la sous-région. À l'ordre du jour, la situation au Mali et au Nigeria. Demain, 1er juin, journée de l'arbre au Togo. Le ministre de l'Environnement s'est adressé à la population. Il a invité particulièrement les jeunes à contribuer activement à la protection de la couche d'ozone. Les adieux de la famille culturelle du Togo à Finiki, l'artiste a été conduite ce samedi à sa dernière demeure.